Pendant 2 ans, un homme a vécu un véritable cauchemar, né d'une nuit où sa fille de 9 ans et son fils de 7 ans ont disparu. Ils ont ensuite affirmé qu'il les avait mis à la porte, une accusation qui l'a réveillé en sursaut le lendemain matin, lorsque la police et les services sociaux se sont présentés à son domicile. Ses déclarations et celles de son épouse de l'époque ne concordaient pas, et il a été arrêté le jour même. Terrifié à l'idée d'aller en prison, de perdre son emploi et de voir sa vie s'effondrer, il est allé vivre chez ses parents. Quelques semaines plus tard, son fils a avoué que tout était un mensonge et que sa fille avait tout orchestré. Les charges ont été abandonnées et elle a reçu une aide psychologique, un bref espoir de guérison, la possibilité d'une thérapie, d'un suivi psychologique et d'un nouveau départ. Mais cet espoir s'est évanoui lorsque son épouse a refusé toute forme de thérapie, allant jusqu'à demander le divorce. Parallèlement, il était confronté à des catastrophes naturelles, à la perte de sa maison et à de graves difficultés financières. 1 an plus tard, le coup de grâce arriva. Une ordonnance de protection d'urgence déclenchée par l'accusation d'avoir causé une commotion cérébrale à son fils dans un supermarché. Malgré la présence de caméras, le fait que l'incident présumé se soit produit plusieurs jours auparavant, les dossiers médicaux ne mentionnant que des vertiges, un saignement de nez et un hématome, et malgré les preuves vérifiables qu'il ne s'était rien passé ce jour-là, il vivait toujours dans la crainte de tout perdre. Il continuait de verser la pension alimentaire, de rassembler des preuves, de sauvegarder les vidéos, de conserver les reçus et de documenter chaque étape. 2 années de fausses accusations lui avaient appris qu'une seule peine pouvait tout anéantir, tandis que les tribunaux rendaient des décisions sans preuve, prolongeaient les ordonnances de protection, n'autorisaient que des visites supervisées et le plaçaient face à des choix impossibles où chaque décision pouvait signifier une perte d'emploi à long terme, la pauvreté ou un retour en prison. Alors, il choisit de garder ses distances, non par manque d'amour, mais par pure peur, sachant qu'un mot de travers, un moment de malchance, voire un regard, pouvait être mal interprété. Il passait ses nuits seul dans son nouvel appartement, initialement meublé d'un simple matelas pneumatique et d'un réfrigérateur, l'oreille aux aguets. Le passage des voitures de police, chaque sirène, le faisait battre le cœur à tout rompre. Chaque rencontre en public lui paraissait dangereuse. Même lorsque toutes les enquêtes furent une fois de plus jugées infondées, cet état d'alerte persistait, amplifié par les réactions contradictoires de son entourage, des commentaires sceptiques, de la méfiance, des accusations de dissimulation alors qu'il tentait simplement de survivre. Il trouva un bref réconfort dans une nouvelle relation qui lui redonna espoir, jusqu'à ce que celle-ci se brise elle aussi, submergée par le poids de sa réalité. Il ne lui restait plus que lui-même. Ses journées de travail de 12 heures, sa thérapie, ses enregistrements vidéo, sa lutte contre l'alcool, sa peur de l'avenir et la pensée lancinante des moments manqués. Halloween, la rentrée scolaire, Noël, des rituels qui ne se reproduiraient peut-être jamais. Parallèlement, il savait que, dans son état actuel, il ne pourrait pas être le père dont ses enfants avaient besoin, sans vivre constamment dans la peur, surveillé, méfiant, épuisé. Ainsi, à la fin de cette histoire, il ne se retrouve ni en vainqueur ni en coupable, mais en homme las. Un homme qui a tout perdu, tout ce qui lui assurait une certaine sécurité, qui continue de payer, d'attendre, de documenter et d'espérer qu'un jour viendra où il ne se contenta plus de survivre à la prochaine accusation, mais où il sera autorisé à vivre à nouveau, même s'il ignore lui-même si ce jour viendra un jour.